Marie, j'ai lancé l'enregistrement, c'est quand tu veux. Merci Camille. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire qui s'intitule Quelles actions pour relocaliser la production de protéines à destination de l'alimentation des monogastriques. Je suis Marie Kessler, je travaille pour la fondation Earthworm et nous sommes ravis avec mes collègues de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. J'espère que vous pouvez tous m'entendre clairement. On va peut-être patienter une petite minute pour permettre aux participants de se connecter et puis on débutera le webinaire. On va débuter. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Marie Kessler, je travaille pour la fondation Earthworm et donc ce webinaire a pour thématique les actions pour relocaliser la production de protéines à destination de l'alimentation des monogastriques. Donc juste pour débuter, je vous informe que ce webinaire sera enregistré, que la vidéo ainsi que le support de présentation vous seront partagés ultérieurement. Et si à la suite du webinaire, vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui est renseignée dans cette slide. Et tout au long du webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions en utilisant le question-réponse qui s'affiche normalement en bas à droite de votre écran. Donc, ce webinaire il sera animé par Marie-Pierre Albouy, Clément Fossard et moi-même pour représenter la Fondation Earthworm. Et on accueille 3 intervenants. Nicolas Martin pour l'entreprise Metex Animal Nutrition, qui nous présentera une des solutions alternatives au soja d'import dans les rations des porcs et des volailles. Et Mathilde Dubocage et Jean-Louis Stérine pour le fabricant d'aliments Novial, donc qui appartient au groupe Noriap, qui eux nous parleront d'un projet concret de diminution du soja importé dans les rations des poules pondeuses. Peut-être pour commencer, quelques mots sur la fondation Earthworm pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est une organisation internationale à but non lucratif. On travaille sur la durabilisation des chaînes d'approvisionnement des matières premières qu'on dit à risque, donc qui engendrent des risques environnementaux et ou sociaux. On travaille avec l'ensemble des maillons des chaînes d'approvisionnement, de l'agriculteur au distributeur, en passant par les coopératives, les industriels. Et le but, c'est de régénérer les sols, les forêts et les personnes. Donc, on est plus particulièrement connu en France au travers de notre programme Sol Vivant, mais on est présent sur les 5 continents et on atteint dans le monde les 280 salariés. Une de nos forces, notamment, c'est d'avoir plus de 80% de nos équipes sur le terrain. Donc, on va débuter ce webinaire qui se découpera de la manière suivante. Donc, une première partie pour rappeler les enjeux liés à la thématique de la relocalisation des protéines pour l'alimentation animale. Une deuxième partie qui vous présentera des solutions possibles pour diminuer le soja dans les rations, avec notamment l'intervention de Metex Animal Nutrition. On enchaînera sur des projets concrets, des actions possibles pour travailler sur ce sujet via la présentation du groupe de travail Innovation Protéines et le témoignage de Novia. On conclura puis on enchaînera sur une partie du coup questions-réponses qui durera 10 minutes à la fin. Donc, sans plus attendre, la partie enjeu. Donc, je pense qu'on est tous plus ou moins en fait qu'on est aujourd'hui confronté à des enjeux environnementaux sans précédent
Aujourd'hui, il y a 6 des 9 limites planétaires qui sont actuellement atteintes. Donc, ces limites qui définissent les seuils à ne pas dépasser pour assurer un développement sûr de l'humanité. Dans ces limites atteintes, on retrouve notamment le changement climatique, on connaît bien, mais aussi la perte de biodiversité, le changement d'usage des sols ou encore la perturbation des cycles biochimiques comme celui de l'azote. On est particulièrement concerné en agriculture. Donc, l'agriculture, elle souffre d'ores et déjà des conséquences de ces changements. On observe en France des périodes de sécheresse de plus en plus, à de plus en plus forte intensité. Il y a plus de la moitié des sols européens qui sont considérés comme dégradés. À la fois, l'agriculture, elle constitue une partie du problème. On évalue qu'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liées au système alimentaire. Mais l'agriculture et l'élevage, c'est aussi une partie de la solution. Il y a de nombreux leviers qui ont été identifiés pour à la fois diminuer l'empreinte carbone de l'agriculture, mais il y a aussi tout un tas de services environnementaux rendus par l'agriculture, comme la séquestration de carbone dans les sols ou la préservation de la biodiversité. Si on s'intéresse plus particulièrement aux filières monogastriques, on se rend compte que l'alimentation animale, elle constitue un poste d'émission de gaz à effet de serre particulièrement important. Pour la filière volaille, ça représente, c'est le premier poste, c'est 68%, suivi des effluents d'élevage, et pour les porcs, c'est 44%. Pourquoi l'alimentation est un poste particulièrement impactant pour les monogastriques? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'on utilise des engrais azotés de synthèse pour produire notamment les céréales qui ont un coût environnemental particulièrement élevé. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a recours à de la protéine majoritairement importée, et notamment du Brésil, et qui peut être lié à la déforestation ou la conversion d'écosystèmes. En termes d'impact carbone, un soja déforestant importé du Brésil, c'est 4 fois plus impactant qu'une légumineuse qui serait produite localement, comme par exemple du pois. Malgré la mobilisation des ONG et les travaux qui ont été engagés sur la traçabilité du soja, les enjeux liés à la déforestation et la conversion, ils sont encore aujourd'hui bien présents. Juste pour vous donner quelques chiffres dans ce tableau, en Amazonie, c'est 15% presque du biome qui est aujourd'hui utilisé pour l'agriculture et l'élevage. Et pour le Cerrado, c'est 45%. Et au Cerrado, il y a presque 10% du biome de ces surfaces qu'on retrouve pour cultiver le soja qui finit après dans les rations des animaux d'élevage. Aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler d'un règlement européen sur la déforestation et la dégradation des forêts, donc le EIDR de son petit nom. Il va être mis en place donc, à l'échelle de l'Union européenne. L'idée, c'est de minimiser la contribution de l'UE à la déforestation importée. Le soja est concerné par cette réglementation, mais aussi les dérivés de ce soja, donc les produits qui contiennent ou ont été nourris, ont été faits à partir de soja, donc les produits d'origine animale sont concernés. Il est important, c'est l'objectif de ce webinaire, c'est à la fois de dire qu'il faut continuer les efforts de transparence vis-à-vis des importations du soja, puisqu'on n'est pas prêt pour l'instant à complètement supprimer le soja des rations, le soja importé, mais c'est aussi nécessaire de travailler en parallèle sur la relocalisation des matières riches en protéines. Donc, en France, l'autonomie en matières riches en protéines consommées par l'élevage, elle est que de 54%. Tout élevage confondu, donc on prend aussi en compte les légumineuses fourragères pour les ruminants. Si on regarde juste le taux de soja, on tombe à seulement 10%. C'est les secteurs bovins et avicoles qui sont particulièrement consommateurs de soja. Le secteur avicole, ça représente 43% du taux de soja utilisé en France.
Pour le porc, c'est un peu différent puisque la part de soja dans les rations a bien diminué depuis ces 10 dernières années. Aujourd'hui, face à un soja qui est compétitif, qui est prêt à l'emploi, la France, elle s'est rendue dépendante aux importations. Il y a une vingtaine d'années, la production française de légumineuses, elle s'est complètement effondrée et on se heurte maintenant à une perte de savoir-faire. Or, on sait que les légumineuses, elles sont particulièrement intéressantes pour réduire l'empreinte carbone de l'agriculture. Ça fait partie d'un des leviers. À titre d'exemple, lorsqu'on insère un poids protéagineux dans un système grande culture, on peut baisser jusqu'à 15% des émissions nettes de gaz à effet de serre dans une rotation type colza, les blés orge. Donc, c'est notamment dû au fait qu'on réduit les besoins en azote de synthèse pour le blé qui suit et qu'on améliore le rendement du blé qui suit le poids. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant chez les légumineuses et le gouvernement français l'a bien compris. Et donc, pour atteindre ces objectifs de neutralité carbone à 2050 et de souveraineté protéique, le gouvernement français il s'est fixé comme objectif, dans le cadre du plan protéines, d'atteindre 8% de la surface agricole utile à 2030 en culture riche en protéines. Donc, à titre indicatif, aujourd'hui, ça serait doubler les surfaces actuelles. Donc, on se retrouve actuellement face à une situation de blocage vis-à-vis des protéagineux. C'est pas nouveau, hein, puisqu'en fait, la production est en baisse, l'offre est dispersée, les volumes sont trop faibles pour répondre aux besoins des fabricants d'aliments. Les économies d'échelle, elles sont difficiles à atteindre. Donc les protéagineux constituent une matière première avec un prix bas d'achat et c'est peu rémunérateur pour l'agriculteur. L'agriculteur, en plus, il se retrouve face à des difficultés techniques auxquelles il ne peut pas répondre. Et la recherche, elle s'est appauvrie sur ces cultures puisque au fur et à mesure, la production s'est amoindrie. Donc on est vraiment rentré dans un cercle vicieux dont on a du mal à sortir. On sait qu'il existe des solutions techniques et opérationnelles possibles, mais sortir de ce cercle vicieux et opérer cette transition, il y a une vraie nécessité de travailler avec l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement pour accélérer la mise en place d'alternatives locales au soja d'import. Donc, on va passer à présent à la deuxième partie. On a décidé dans ce webinaire de traiter spécifiquement des oléoprotéagineux et des acides aminés parce qu'on ne pouvait pas tout traiter par manque de temps, mais il existe un panel de solutions plus large. On pense notamment aux insectes dont on a pas mal entendu parler, mais il y a aussi les protéines issues de la fermentation, de sources non alimentaires, comme peut le faire l'entreprise Arbium, pour citer quelques. Donc, pour ce qui est des leviers techniques, donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de leviers techniques qui ont été étudiés, notamment par l'Institut technique Terrinova, mais ces leviers ils sont encore trop peu diffusés dans le monde de l'entreprise. Alors, vous avez sur cette slide une liste non exhaustive de leviers à travailler pour diminuer la part de soja dans les rations. L'Institut de l'élevage avait publié fin 2021 un rapport sur l'évaluation de la réduction de la dépendance de l'élevage français au tourteau de soja importé. Ce rapport, il avait pour objectif d'identifier par filière animale les principales alternatives protéiques et d'évaluer les surfaces nécessaires en France et en Europe pour produire ces alternatives. Ça avait été évalué à production équivalente et cheptel équivalent. Donc, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la tendance, notamment pour les ruminants. Mais ce rapport, il reste intéressant pour mettre en évidence les interdépendances des filières animales pour atteindre l'autonomie protéique et la nécessité de travailler le sujet en parallèle. Donc, on sait que, par exemple, que la crédibilité de l'autonomie, d'amélioration de l'autonomie protéique en volaille, elle peut se faire
elle ne peut pas se faire sans diminution du recours au soja dans les rations des ruminants. Puisque en volaille, le soja est particulièrement bien adapté et en ruminant, on a d'autres alternatives qui existent, notamment les fourrages. Pour le porc, les leviers identifiés sont notamment le recours au tourteau de colza et aux protéagineux, comme le pois protéagineux, qui en fait étaient très utilisés avant dans cette filière, avant l'arrivée du soja. D'un point de vue technique, les fabricants d'aliments, ils sont aujourd'hui capables de faire de l'engraissement de porc sans soja. Pour les monogastriques, il est aussi possible d'avoir recours aux acides aminés. Donc, Metex en parlera juste après, pour diminuer du coup les besoins en soja et en remplacer une partie. Il y a encore un travail qui est nécessaire à réaliser sur la transformation des oléagineux. Il y a certains acteurs comme Valorex qui se sont très bien emparés du sujet. Il y a des travaux sur la génétique, sur les semences. Et c'est l'objectif, et c'était l'objectif du programme Cap-Protéines, de faire ces travaux de recherche, de développement, d'innovation et de transfert pour réduire la dépendance de la France face aux importations de soja. La connaissance, elle existe. Le programme, il a atteint ses objectifs en matière de connaissances acquises. En tout cas, c'est ce que Terre Innovia et l'Institut de l'élevage disent. Par contre, il manque aujourd'hui un transfert de connaissances et l'application sur le terrain. Donc, c'est pour ça le programme Cap Protéines devrait continuer via Cap Protéines Plus pour continuer à soutenir la recherche, notamment sur les légumineuses. Donc, même s'il y a de nombreux leviers techniques, hein, on ne sait pas tous cités, et que l'Institut Terre Innovia continue à travailler dessus, on reste encore aujourd'hui dans le cercle vicieux vis-à-vis de la relocalisation. Et donc, il est nécessaire d'actionner aussi des leviers organisationnels. C'est particulièrement vrai pour les monogastriques, hein, puisque l'intérêt, c'est d'améliorer l'autonomie protéique à l'échelle territoire et pas uniquement à l'échelle de l'exploitation, pour recréer du lien entre les productions animales et végétales et en travaillant de l'amont à l'aval via des nouvelles modèles de coordination. Côté amont agricole, il y a une vraie perte de savoir-faire, donc il y a la nécessité de former, d'améliorer l'accompagnement technique des techniciens, des coopératives, des agriculteurs pour mieux produire des protéines végétales. Il y a aussi la nécessité de mieux valoriser les agriculteurs pour l'intégration de ces cultures dans la rotation. Les bénéfices environnementaux associés aux légumineuses, ils ont pu servir d'excuse pour ne pas les rémunérer à leur juste valeur. Donc, il y a aussi la notion d'améliorer les capacités de stockage au sein des COP, développer des outils de transformation, continuer de travailler sur la partie zootechnique pour trouver des solutions adaptées aux différentes filières animales, accompagner les éleveurs. Mais il y a aussi cette notion de sécuriser une demande auprès de l'aval en mobilisant industriels et distributeurs sur ce sujet de la relocalisation des protéines et en mettant en avant les bénéfices carbone, la réduction des risques liés à la déforestation importée, les bénéfices de résilience également liés à la fluctuation des prix des matières premières comme le soja et les engrais azotés, on a pu le constater ces dernières années. Et donc, pour y arriver, ça nécessite vraiment la mobilisation de l'ensemble des maillons sur un même territoire et de travailler ensemble sur le sujet. Donc, on va maintenant passer à un exemple concret de solution alternative au soja importé. Nicolas, je vous laisse la parole pour l'entreprise Metex. Du coup, vous avez 10 minutes. Merci beaucoup, Marie, et bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous parler effectivement d'un exemple, d'une façon de faire pour relocaliser un petit peu la production de protéines et diminuer cette dépendance aux importations. Juste dire quelques mots peut-être sur la slide suivante sur qui on est. Donc, Metabolic Explorer, c'est une société française, donc Metex, qui produit par fermentation, donc un processus renouvelable. On utilise de la
c'est de la biologie, hein, des bactéries, des micro-organismes qui fabriquent, en l'occurrence, là pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, des acides aminés dans notre usine qui se trouve à Amiens, dans le nord de la France. Ça fait quelques années qu'on travaille avec Earthworm sur ces thématiques-là et on est très content. Et c'est une approche qu'on trouve extrêmement positive en termes de facilitation, de partenariat, de mise en relation et je vais dire, de la capacité d'avancer sans préjugés et dans une logique vraiment constructive qui nous paraît à la fois d'une part extrêmement nécessaire et d'autre part hyper importante. Donc si on va sur la slide suivante, juste quelques mots pour dire de quoi on parle quand on parle d'acides aminés. Les acides aminés, ce sont les petites briques qui fabriquent une protéine. Une protéine, c'est un ensemble d'acides aminés. Et donc, quand les protéines sont fabriquées dans les organismes, la synthèse protéique se fait acide aminé par acide aminé. Et si les acides aminés dont on a besoin pour faire telle ou telle protéine ne sont pas là, la protéine ne se fait pas. En l'occurrence, l'animal, par exemple, ne grandit pas. Donc, une partie des protéines viennent de l'alimentation, une grande partie des acides aminés. Certains peuvent être fabriqués par l'animal lui-même. Et on appelle les acides aminés essentiels ceux qui doivent nécessairement être apportés par l'alimentation parce que l'animal n'est pas capable de les fabriquer par lui-même. Donc si on va sur la slide suivante, l'intérêt des acides aminés, de pouvoir les utiliser un par un, c'est de doser plus efficacement et donc de mieux équilibrer, on va dire, les rations alimentaires. Vous avez des acides aminés dans le soja, dans le blé, vous en avez un certain nombre et vous ne pouvez pas les doser de façon indépendante. Donc pour pouvoir amener, c'est le sens de ce tonneau-là, dont les lattes ne font pas toutes la même longueur. Si vous manque celui dont la latte est la plus basse, comme vous les amenez tous en même temps, vous allez en amener trop pour certains autres. C'est l'intérêt de pouvoir les gérer individuellement. C'est comme faire une recette de cuisine, un gâteau, sans être capable de doser indifféremment ou séparément la farine, le sucre et les œufs, c'est plus difficile. Je simplifie un petit peu trop, mais c'est ça l'idée, quoi. Donc, et tous ces acides aminés essentiels maintenant sont disponibles. Vous avez la liste là sur la slide, sont disponibles de manière individuelle. Donc c'est un outil, si on va sur la slide suivante, qui est ancien. Ça permet de baisser la teneur en protéines globale des aliments. Ça, c'est une technique qui est bien connue en agriculture depuis les années 90, qui a été utilisée essentiellement pour réduire les émissions, les pollutions azotées, les effluents d'élevage. Parce que il y a moins d'azote qui rentre globalement. On équilibre la ration alimentaire de façon à ce que l'animal grandisse de la même façon. Donc mécaniquement, il y a moins d'azote qui sort. Donc c'est connu en porc et en volaille. Ce qui est peut-être moins connu, c'est que la filière a vécu un certain nombre d'années en utilisant un nombre relativement restreint d'acides aminés. Et ce nombre, sur les 4-5 dernières années, a été multiplié par 2, voire un petit peu plus. Donc il y a beaucoup plus aujourd'hui d'acides aminés disponibles. La filière a été habituée à avoir un nouvel acide aminé arrivé tous les 10 ans. En quelques années, il y en a eu 5 ou 6 qui sont devenus disponibles. Et c'est ça le changement principal. Donc dit autrement, il est possible maintenant d'aller beaucoup plus loin dans la réduction de la teneur en protéines des aliments. Et on le voit sur la slide suivante. Qu'est-ce qui se passe quand on baisse la teneur en protéines dans les aliments pour animaux d'élevage? On va mettre moins de soja, globalement, plus de céréales, qui sont des matières premières locales, donc moins de soja, donc moins de matières premières importées, et plus d'acides aminés qui permettent d'équilibrer la ration. Donc on a, c'est le travail de la nutrition, hein, de faire en sorte que la formule soit équilibrée. Et donc on ne regarde pas juste la formule au niveau teneur en protéines, on regarde au niveau teneur de chaque acide aminé. Et ça permet de vérifier, de s'assurer que la croissance, donc la performance zootechnique des animaux, va rester la même, car on apporte les nutriments essentiels. Et en faisant ça, on importe moins, on s'appuie plus sur des matières premières locales et on réduit la teneur
en soja et on relocalise du coup. Alors comment ça marche? Si on va sur la slide suivante, on sait que c'est faisable techniquement, on sait que c'est très efficace pour réduire le soja. En termes de coût, là, le curseur va dépendre un petit peu des prix relatifs des matières premières et de l'ambition qu'on se donne en termes de réduction du soja. Mais il est possible de réduire significativement le soja sans entrer dans des gammes de surcoût extrêmement fortes. On peut faire même du sans soja intégral aujourd'hui, c'est totalement possible. Et voilà ce que ça, si on continue là en termes de slide suivante, avec les deux petits clics à faire pour voir les animations, on voit bien en porc et en volaille là ce sont des résultats de méta-analyse. On a une relation assez directe entre, vous voyez, donc de droite à gauche sur les slides, la teneur en protéines baisse dans l'aliment et les besoins en tourteaux de soja baissent également, quoi. C'est assez linéaire. En volaille, par exemple, chaque fois qu'on retire un point de protéines, on a besoin de 36 kg de soja en moins par tonne d'aliments. Donc c'est direct et ça continue au fur et à mesure qu'on baisse, c'est-à-dire que la proportion du soja qu'on enlève, elle augmente au fur et à mesure. Mais la question maintenant, c'est comment, si on passe à la slide suivante, comment on finance et comment on rend ça attractif. Parce que la solution techniquement est faisable, il faut être capable de la mettre en place, de la financer et de la valoriser. Et une approche pour ça, c'est de montrer les intérêts en termes de bénéfices, de durabilité. Et tu pouvais continuer sur la slide suivante. Des travaux qu'on a commencé à faire s'appuient sur l'analyse de cycle de vie qui permettent de mesurer jusqu'au kilo de poids vif, donc d'animal qui quitte la ferme, tous les impacts qui se passent en amont. Et comme on change un petit peu ce qui se passe en amont, justement, on va mettre ça en évidence. Pourquoi, si on va à la slide suivante, tout à l'heure, Marie a montré qu'une partie significative de l'impact de la viande venait de l'alimentation. Si on remonte d'un cran, c'est la même chose. Une partie significative de l'alimentation des animaux vient des matières premières qui la composent, quoi. Avec des impacts, là c'est le carbone, qui peuvent varier de manière assez significative en fonction des ingrédients, de la nature des ingrédients d'une part et de l'origine d'autre part, quoi. Donc c'est pour ça que cette approche en cycle de vie, elle est intéressante. Et vous voyez là qu'il y a un écart important, par exemple, entre les acides aminés en fonction de leur origine, le soja par rapport aux céréales, le soja potentiellement associé à déforestation par rapport à du soja américain, etc. Donc en tenant compte de tout ça, on peut regarder un petit peu ce qui se passe et ça donne des résultats assez intéressants. Si on va sur la slide suivante, qui montre là on a essayé de représenter l'évolution de l'empreinte carbone en poids vif, aussi bien, là cette slide c'est en porc, mais on a la même en volaille, au fur et à mesure qu'on baisse la teneur en protéines. Alors ça va dépendre bien sûr hein, d'où vient le soja, etc. Mais en moyenne, sur un certain nombre d'essais qu'on a pu faire, là il y a 16 essais dans le graphe que vous voyez là, vous voyez que quand on utilise alors ça varie aussi en fonction de l'origine des acides aminés. Mais si on prend les acides aminés qui sont produits en Europe, à chaque fois qu'on baisse d'un point la teneur en protéines, on réduit l'empreinte carbone de près de 150 kg par tonne de poids vif. Donc c'est on parle là d'un potentiel de 15 à 20%, qui va même aller en augmentant au fur et à mesure qu'on le fait, puisque 15 à 20%, c'est pour le premier point de protéines qu'on retire. Mais comme c'est constant et qu'on gagne 150 kg à chaque fois qu'on baisse, la part relative du carbone qu'on retire, elle est de plus en plus importante. Donc ça nous paraît un levier intéressant pour quantifier et rendre ces bénéfices extrêmement visibles. Juste un petit mot pour conclure. Donc aujourd'hui, on est capable techniquement de le faire. C'est plus une solution qui a besoin d'être validée techniquement. C'est faisable. Ça nécessite une approche au cas par cas, parce qu'on ne va pas remplacer les mêmes ingrédients en fonction des
des chaînes de valeur, des supply chains, etc., des différents fournisseurs. Pareil, le surcoût dont on parle, il est très, très, très dépendant du contexte et des matières premières qu'on vient remplacer. Ce dont on a besoin, on pense, et ça fait le sens aussi du travail qu'on fait en commun avec Earthworm depuis déjà plusieurs années, c'est que c'est quelque chose qui doit se mettre en place en filière, collectivement, avec rendre le bénéfice visible. Ça nous paraît intéressant pour les décideurs, qui se trouvent souvent plus en aval, parce qu'on parle aussi parfois d'un surcoût, et même assez souvent qui n'est pas extrêmement important une fois qu'on l'exprime en quantité, enfin en produit fini, tout en bout de chaîne. Donc cette approche, nous on appelle ça business ring, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une chaîne vraiment linéaire où les maillons s'enchaînent, on circularise un petit peu la discussion pour pouvoir mettre en place des choses qui fonctionnent. Et ça nous paraît la bonne approche. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation des solutions proposées par Metex. On va à présent vous parler de projets existants, en commençant par décrire le groupe de travail Innovation Protéines. Et puis, on laissera la parole à Novial pour donner plus de détails sur les essais menés sur la filière poule pondeuse. Donc, ce groupe de travail, peut-être avez-vous entendu parler, il a débuté en 2021 grâce à l'impulsion de Lidl. Son objectif premier, c'était de réduire de 50% le soja importé dans les rations de 4 filières animales, donc la poule pondeuse, la volaille de chair, le porc et la vache laitière. Ce GT, il a mobilisé 5 entreprises pilotes, 50 élevages qui ont testé les nouvelles formules d'aliments. Et les produits finis ont été distribués dans plus de 900 supermarchés Lidl sous un packaging spécifique pour les œufs et la viande, qui mentionnait notamment la diminution de soja importé dans l'alimentation et la lutte contre la déforestation. Donc, pour opérationnaliser ce GT, Earthworm s'est positionné comme coordinateur dans le but de travailler avec l'ensemble des maillons de la filière, donc ce qu'on vous présentait avant, donc afin de travailler avec les fabricants d'aliments, les éleveurs, les coopératives, industriels et distributeurs. Et l'Institut technique Terre Innovia, la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, nous ont également appuyé sur les aspects plus techniques. Aujourd'hui, les essais qui ont été menés dans le cadre du GT sont principalement focalisés sur la partie zootechnique, pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'impact négatif sur les élevages avec ces changements de ration. Mais l'objectif de ce mode de coordination, c'est bien de recréer du lien entre production animale et végétale. Et c'est le travail qui nous attend maintenant pour améliorer la disponibilité en alternative protéique locale. Donc, quelques résultats sur les essais menés. Donc, ça nous a permis d'éviter plus de 1000 tonnes de soja importé dans les rations de 4 filières animales, donc importé majoritairement du Brésil. On a dépassé les attentes en termes de réduction de soja dans les rations, avec par exemple pour le porc une suppression du soja en phase d'engraissement. En termes d'impact zootechnique, ces changements de ration, ils ont été jugés moindres par les pilotes et qui ne constituaient pas des freins, que ce soit pour la volaille, la pondeuse ou le porc. Donc, ils ont été plutôt rassurés. Et puis, les alternatives utilisées ont surtout été des oléagineux européens, du pois protéagineux notamment pour le porc, et puis recours aux acides aminés type Metex. Donc, vous allez nous poser la question, mais ok, mais les résultats sont bons, mais quel coût en face? Donc, effectivement, relocaliser, ça coûte plus cher face à un soja importé qui est prêt à l'emploi et qui est compétitif, et également face à des grandes cultures en France qui sont bien plus connues techniquement et plus rentables que les légumineuses. Donc, dans le cadre de ce GT, les coûts ont été partagés entre les différents acteurs que vous avez vu sur la slide précédente. Mais nous, on pense que pour passer à l'échelle, pour mutualiser les coûts et avoir in fine un impact sur un territoire, parce que c'est notre but chez Earthworm, d'avoir de l'impact,
Il nous faut avoir une réflexion systémique au niveau des exploitations et au niveau de l'aval pour assurer une valorisation des protéines dans la durée. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, plusieurs acheteurs. Donc, ce modèle que vous voyez, il est bien sûr à adapter et à quantifier en fonction des territoires, mais on pense qu'il faut plusieurs sources de financement pour inciter les agriculteurs et les éleveurs à transformer leurs pratiques sur le terrain et à accompagner ce changement de l'amont à l'aval. Donc, des financements des acheteurs de matières premières, donc côté aval, distributeurs, entreprises, coopératives, des financements possibles via les crédits carbone ou les prestations pour services environnementaux, et enfin des subventions publiques idéalement. Donc, pour aller plus loin, nous, dans ce GT Innovation Protéines, on est justement en train de déployer ce type de modèle dans les Hauts-de-France avec plusieurs acheteurs de protéines en valorisation animale et avec un programme d'accompagnement à destination des agriculteurs, des éleveurs et des techniciens du groupe Noriap en l'occurrence. Ceci en partenariat avec Terrinovia. Donc c'est comme ça que le projet Protéisol est né. Pour l'instant, il est sur le papier, mais il est né lors de notre candidature à un appel à manifestation d'intérêt sur les protéines végétales et alternatives qui a été lancé en début d'année par les 3 régions Hauts-de-France, Grand Est et Normandie. Donc ce projet Protéisol, il vise à structurer la production et la demande en protéines locales pour améliorer l'autonomie protéique et la durabilité des élevages. Pourquoi sol dans ce nom de projet? Parce qu'en parallèle, on souhaite travailler sur la santé des sols via le programme Sol Vivant que Marie a cité tout à l'heure et dans lequel la coopérative est déjà engagée. Donc ce projet-là, il est actuellement en cours d'instruction avec la région Hauts-de-France et on espère pouvoir avoir aussi des financements publics en 2024 pour aller vers un financement hybride de ce type de projet sur un territoire où on démarrera sur les Hauts-de-France. Donc, je laisse maintenant la parole à Novial, qui est fabricant d'aliments et qui est membre du groupe de travail Innovation Protéines, qui va pouvoir vous parler un peu plus des résultats sur la poule pondeuse et de son rôle dans ce GT. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a toujours le petit onglet questions-réponses en bas à droite de votre écran. On prendra un temps à la fin pour y répondre. Bonjour à tous, Mathilde Dubocage, du coup chez Novial, avec mon collègue Jean Gousterin, qui est responsable du secteur monogastrique. Moi, je vais plutôt vous présenter qui on est et pourquoi on a décidé de faire ce GT, le sens qu'on y met. Si tu peux passer à la slide suivante, Marie. Voilà, du coup, Novial, on est une filiale du groupe Noriap. On est une filiale du pôle élevage nutrition animale. Et notre métier, c'est de travailler et de conseiller au quotidien des éleveurs de vaches laitières, de poules pondeuses, de gibier, de chevaux sur l'ensemble de la région nord de France, grand bassin nord de Paris. On a 5 sites industriels, on produit à peu près 365 000 tonnes par an et puis c'est 165 salariés qui sont au contact ou au service des éleveurs pour nourrir les animaux au quotidien, voilà, avec un chiffre d'affaires de 100 millions de chiffre d'affaires. On est un gros intervenant de la région. On a un tiers de notre tonnage qui se fait sur de l'alimentation ruminant et un tiers qui se fait sur de la poule pondeuse. Voilà. Et après, on nourrit et on est vraiment multi-espèces. L'idée, chez Novial, on a à cœur pas mal d'engagements. On a des engagements sur la qualité de nos produits, donc Ocalim, qui est notre référentiel métier, avec des référentiels en non-OGM qui s'y ajoutent. On est aussi très engagé dans le sens où derrière les logos Label Rouge, Bleu Blanc Cœur, Normand Viande et Aquitaine Viande et bien d'autres, AB, on a plus de 50 cahiers des charges qui tournent et qui sont au service des filières sur nos usines. Donc, ça demande une logistique, mais ça prouve aussi l'ancrage local et l'importance qu'on accorde à tout ça. Et enfin, on est assez engagé sur l'origine France et puis la durabilité. On est membre de Duralim et ISO 50001.
Donc, c'est assez naturellement, finalement, qu'on s'est retrouvés à discuter avec Earthworm et qu'on a intégré ce groupe de travail que Marie vient de vous présenter. Et puis qu'on est sur l'appel à manifestation d'intérêt Protéisol avec Earthworm et d'autres pour continuer à amener cette dynamique. Et notre rôle est vraiment de pouvoir comprendre ce que ça va coûter et comment on le fait pour bien le faire pour les animaux si on intègre des protéagineux à la place du soja. Donc, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs et notamment en pondeuse où Jean-Loup va vous présenter un peu plus les résultats techniques, mais on a travaillé avec un éleveur qui est chez Galine pour voir s'il n'y avait pas d'impact pour nos animaux. Voilà. Bonjour à tous. Donc, effectivement, nous avons fait plusieurs essais en poules pondeuses. Voilà, notre préoccupation est effectivement de travailler au quotidien pour alimenter au mieux les animaux avec un objectif d'utiliser au maximum la protéine régionale. Et donc, depuis 2 ans, on travaille en collaboration avec un éleveur qui a plusieurs bâtiments et on a mené à bien plusieurs essais chez cet éleveur. Alors, les premiers résultats de l'an dernier étaient satisfaisants, mais nous avions constaté une hausse de la consommation d'aliments. Donc, il a fallu relativiser ça, voir quel était l'impact du contexte sanitaire de l'époque, sachant que les poules étaient claustrées. Voilà, il y avait eu un certain nombre de perturbations. Et puis mesurer l'impact de l'évolution du programme alimentaire. Donc, nous avons renouvelé cet essai. Donc là, vous avez un élément de courbe de production avec un petit creux globalement à la 30e semaine de ponte, hein, la courbe de production en bleu, mais que nous n'attribuons pas du tout à la qualité des aliments, que ce soit la valeur nutritionnelle ou la présentation, puisqu'il y a eu un passage viral. C'est un site où il y a plusieurs bâtiments. Il y a eu un passage viral, les 3 bâtiments ont été touchés, donc ce petit creux n'est pas du tout lié à l'essai. Ce qu'on considère donc par rapport à cet essai, en mesurant la production du lot essai par rapport au lot contemporain, aujourd'hui, nous sommes capables d'obtenir les mêmes performances de production, que ce soit en qualité, en pourcentage de production d'œufs, en masse d'œufs produites au global, tenant compte du poids des œufs. Il n'y a pas plus de mortalité, les poules sont en bonne santé. Et donc, tout nous permet de dire que c'est possible aujourd'hui de travailler dans le sens de la relocalisation des sources de protéines, de la baisse modérée du taux de protéines, voilà, et l'utilisation de nouvelles matières premières. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est dans les élevages, on mesure énormément de choses. Tout est enregistré au quotidien, ce qui nous permet d'avoir une certaine certitude sur les choses. Les chiffres, les courbes ne vous parlent peut-être pas concrètement, mais aujourd'hui, voilà, ça fonctionne et on sait le faire. Alors, comme le disait notre collègue là, de METEX, il y a 2 objectifs. Un, localiser la protéine, et 2, surtout travailler la baisse du taux de protéines des formules. Je dirais les 2 peuvent aller de pair, sachant que nous passons d'un raisonnement protéine totale à un raisonnement protéine digestible, puisque les acides aminés nous permettent d'avoir des valeurs très digestibles, qui est un élément primordial, puisque tout ce qui est digestible n'est pas à rejeter dans la nature, dans les effluents, et donc c'est un élément très positif. Cependant, notre bémol à nous, c'est on remplace des matières premières d'un profil grossier appétant avec du soja, entre autres, par des matières premières en poudre ou liquide, très fines, qui peuvent poser quelques problèmes de présentation, puisque la poule, globalement, a besoin de matières premières grossières,
Donc, comment dire, notre point de vigilance, c'est de dire plus on va travailler bas en protéines, plus potentiellement on va utiliser des acides aminés et plus on aura la présentation d'une mouture très fine, donc potentiellement des risques ou des baisses ou des risques de baisse de consommation si la poule est un petit peu fragile, si elle a un petit peu de froid, si ceci, si cela. Donc, c'est pour ça qu'on y va progressivement, voilà, par étapes. Le deuxième essai, donc, qui est en cours, confirme la capacité de performance des formules du premier essai, donc plutôt rassuré par rapport à ça. Et on évolue progressivement dans ce sens-là. Il faut faire attention au coût et au sourcing de matières premières. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Il faut faire attention aux coûts et aux matières premières, mais dans tous les cas, on a un impact positif de la formulation sur le soja d'importation, puisqu'on remplace le soja d'importation par des matières premières régionales. Donc, on peut considérer qu'on a baissé sur nos formules entrées en ponte qui sont riches en protéines et plus riches en soja, globalement de 50% notre taux de soja d'import, ce qui baisse l'ensemble de la formule de 10%, la diminution de l'impact carbone, voilà, et on augmente la consommation de protéagineux locaux de 3%. Sur les formules pic de ponte, on a complètement supprimé le soja d'import pour utiliser que les matières premières régionales. Et sur la fin de ponte, sur lesquelles on était déjà sur des matières premières des formules plus faibles en protéines, nous avons complètement arrêté l'utilisation du soja. Par contre, dans cette démarche, nous favorisons la protéine, les protéagineux locaux. Voilà. Alors, pour relativiser deux points de vigilance, effectivement, la compétition entre les matières premières et surtout un aspect présentation à notre niveau pour que la poule continue à consommer, chose qui n'est pas vraie sur le porc, puisque le porc, généralement, c'est mélangé dans de la soupe à de l'eau, donc toutes les particules sont mangées facilement par les animaux. En pondeuse, il faut être vigilant là-dessus. Et puis, on est quand même dans un contexte économique où l'économie reste primordiale. Donc, voilà, dans le contexte prix, suivant l'évolution des prix des matières premières, il y a un léger surcoût à l'utilisation des acides aminés qui peut être compensé par une baisse de protéines, effectivement, mais attention à voir quel est l'équilibre ou la finalité de tout ça. Voilà. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, les limites, si on peut dire, si on va plus loin, pour mettre ça à plus grande échelle, c'est effectivement le sourcing de matières premières, hein, à disponibilité régionale. Et puis, comment peut-on, s'il y a un surcoût, valoriser cette démarche jusqu'au bout de la chaîne et quelle est l'acceptation ou l'attente du consommateur par rapport à cela. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre intervention. On va passer à la conclusion de ce webinaire et puis on terminera par les questions. Donc en conclusion, pour résumer finalement comment retrouver notre souveraineté protéique et réduire notre dépendance au soja importé. Donc on l'a entendu plusieurs fois, il y a de nombreux bénéfices en termes de résilience des exploitations, de protection de l'environnement, de lutte contre le changement climatique. Les légumineuses et les autres solutions bas carbone font partie des clés pour réduire les gaz à effet de serre et s'affranchir du fossile. Donc voilà, ils font vraiment partie des solutions pour limiter la vulnérabilité des filières face à la fluctuation des prix des matières premières et des intrants, comme on l'a vécu récemment, et donc éviter des difficultés d'approvisionnement. Elles améliorent la diversité, elles font partie aussi des solutions pour combattre la déforestation importée. Mais attention, comme l'a dit Marie tout à l'heure, tous ces bénéfices ne doivent pas servir non plus d'excuse pour ne pas les payer. Ensuite, on a aussi, j'entendais au colloque de Terre Innovia en mai, Jean-Louis Perrault qui disait que ces 30 dernières années, on avait découplé l'animal et le végétal. Donc, on a vraiment besoin de reconnecter ces secteurs et d'aller vers des modèles circulaires
en travaillant notamment avec les coopératives qui doivent être au centre. On l'a vu aussi, on avait un savoir-faire autrefois, on peut le retrouver. En plus, il existe, comme on l'a vu, des solutions finalement qui prouvent que techniquement c'est possible selon les filières animales et les territoires. Donc il y a vraiment une nécessité d'accompagner dans la durée et de prendre en compte aussi qu'il y a toujours une zone d'incertitude quand on travaille avec le vivant. On ne peut pas prévoir les sécheresses ou d'autres événements climatiques. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire que recréer ces filières, ça prend du temps. Et on est aussi face, c'est un paradoxe, mais on est face à des stratégies des entreprises qui sont plutôt à court terme. Donc, comment faire en sorte voilà, de prendre en considération ce temps et les calendriers agricoles. Ensuite, on l'a vu, finalement, on n'a pas de problème de débouché parce qu'on a des animaux à nourrir en France, mais on a plutôt un problème de compétitivité. Donc, je l'ai développé tout à l'heure, mais il y a vraiment des modèles de financement à développer, à innover, où chacun, finalement, a une responsabilité. On sait que dans beaucoup de domaines, relocaliser coûte plus cher que d'importer, mais il s'agit de notre alimentation actuelle et future et de la planète. Donc voilà pour conclure. Il nous reste exactement 10 minutes pour des questions et je tiens à remercier les intervenants du coup, pour la qualité de leur intervention. Alors, on va commencer par une première question, plutôt du coup à destination de Nicolas de Metex. Alors, bonjour, comment sont mis à disposition les acides aminés? Est-ce qu'ils sont extraits de produits existants ou synthétisés? Leur disponibilité est-elle alors infinie ou est-il possible d'atteindre une pénurie si une grosse part de soja importé était remplacée dans le futur? Alors, c'est une bonne question. Il y a plusieurs. La majorité des acides aminés aujourd'hui sont produits par fermentation, c'est-à-dire que ce sont des micro-organismes qui fabriquent donc des bactéries qui fabriquent l'acide aminé et ensuite qu'on purifie et pour obtenir l'acide aminé de manière pure. Donc si on prend le cas de Metex, on nourrit des bactéries avec du sucre. C'est pour ça que l'usine est en Picardie, le sucre est pas loin. Et les bactéries transforment le sucre, qui est donc une source plutôt carbonée, de carbohydrates, on va dire, en source de protéines à travers les acides aminés. Donc il n'y a pas de... c'est la voie principale. Il y a la méthionine, qui est un acide aminé qui n'est pas dans le portefeuille de Metex, qui est produite par voie chimique, sinon. Mais donc il y a en gros méthionine par voie chimique et tout le reste des acides aminés par voie fermentaire. Et j'ai oublié l'autre partie de la question, pénurie. Non, c'est pas un marché. Ça s'organise et on n'est pas sur avec de la visibilité, des choses comme ça. C'est tout à fait gérable, quoi. Merci Nicolas. Deux questions plutôt du coup à destination de Novial. Donc pour la filière volaille, quels protéagineux avez-vous utilisé? Et pour le porc, quel taux en soja et tourteau on retrouve dans les rations des porcs, si vous avez une idée? Les protéagineux qu'on a utilisés, on a du pois de la févrole, du soja français, un soja métropolitain, et un peu de lupin. Alors, pas sur du monogastrique. Le lupin, on l'a plutôt réservé à la partie ruminant. Mais voilà les sources de protéagineux locaux avec lesquels on travaille. On n'a pas fait d'essai en porc. Chez nous, on s'est contenté de faire des essais en monogastrique. En pendeuse, pardon. Le porc a été traité avec un autre partenaire du groupe de travail Innovation Protéines. Oui, c'était avec Sirio, du coup, que des essais avaient été menés. Questions. Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Ce qu'on peut
juste pour terminer, vous présenter, c'est d'autres projets opérationnels. On a fait une liste non exhaustive de projets qui sont aujourd'hui mis en place, développés par des industriels, des coopératives, voilà, des acteurs qui s'emparent de la question. Il semble qu'il y avait une autre question qui est apparue. Ok. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Donc, vous pourrez retrouver l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation dans un mail qu'on va vous envoyer dans les prochains jours. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.